La FNAR est donc une fédération d'associations avec deux formes d'associations. Des associations qui sont des anciennes amicales d'entreprise où les anciens salariés de l'entreprise se retrouvent pour avoir ensemble des activités qui peuvent être des activités de convivialité, des activités de maintien en forme et diverses activités que l'on peut aimer faire quand on est ensemble et retraité, mais aussi des actions de solidarité, des ateliers mémoire, des conférences, etc. Le même type d'activité, mais peut-être organisé différemment, ce qu'on appelle les clubs. Les clubs existaient beaucoup dans les années 60, 70. Ils subsistent vraiment dans les territoires plus ruraux et sont souvent organisés en fédération départementale. Et donc la FNAR rassemble ces activités, ces associations d'amicales et ces associations de clubs, et puis inclut aussi des fédérations d'associations, notamment dans des secteurs professionnels ou de la protection sociale. Donc, c'est très divers. Le recrutement des adhérents des associations de la FNAR est très divers. On est à peu près 100 000 adhérents de base. Il y a également une association d'adhérents individuels qui est Senior France. Et on est donc 100 000 adhérents et à peu près 80 associations de base qui composent la FNAR. La FNAR, juste encore tout petit mot, la FNAR fait partie d'une confédération de retraités, Confédération française des retraités, qui est très préoccupée de l'évolution des régimes de retraite, évidemment les montants des retraites, mais aussi tous les droits sociaux attachés à la situation des retraités et les systèmes de retraite dans la protection sociale. La CFR a été très présente dans toute la réforme sur la réforme des retraites. La FNAR est très motivée sur les sujets de santé des adhérents et de l'évolution du système de santé. Nous sommes agréés comme fédération d'associations représentatives des usagers en santé et à ce titre adhérents à France Asso Santé. Alors, on pourrait dire un peu en forme de boutade, on est toujours la personne âgée de quelqu'un. Et donc, il n'y a pas de définition stricte ou scientifique de l'âge. Et ceux qu'on appelle les âgés, c'est-à-dire dans le discours politique d'aujourd'hui, les plus de 65 ans, n'aiment pas. On les traite de personnes âgées. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais enfin, quelles sont les personnes de plus de 65 ans aujourd'hui? C'est 14 millions de personnes. 14 millions de personnes qui vivent, c'est quand même un des problèmes qui a été posé dans cette crise Covid, pour 700 000 d'entre eux, c'est-à-dire 5% des personnes de plus de 65 ans, dans des EHPAD. Le plus grand nombre de personnes de plus de 65 ans sont donc à domicile, c'est-à-dire 13,3 millions de personnes. 96% des hommes, 93% des femmes de plus de 65 ans vivent à domicile. Et question qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui, c'est qu'à plus de 85 ans et plus, une femme sur deux est à domicile, seule, 25% des hommes. Le dernier sujet, peut-être un peu démographique, c'est que dans cette crise du Covid, les plus de 65 ans cumulent donc à la fois des facteurs de risque liés aux caractéristiques de cette pathologie, à la difficulté que l'on a de répondre à ces situations et des fragilités sociales ou personnelles du fait de leur mode de vie, le tout constituant, disons, un ensemble de vulnérabilités qui a pu justifier de parler des plus de 65 ans et des risques pour les plus de 65 ans.
il y a à la fois un risque majoré sanitaire et psychosocial qui constitue des difficultés spécifiques. On sait que au 13 mai, il y avait 27 074 morts, dont 9 973 dans les EHPAD, c'est-à-dire 37% des morts identifiés. Et les plus de 65 ans représentaient 53% des cas admis dans les services de réanimation. Donc on voit bien qu'il y a un risque sanitaire particulier. Il y a un risque accru dès lors que les personnes vivent en collectivité parce qu'effectivement, on n'avait pas anticipé le fait de la promiscuité ou de la proximité de l'autre. Et donc, on a eu ces phénomènes extrêmement douloureux, individuellement et collectivement, du risque accru en collectivité. On a également un risque sanitaire particulier, un risque de contracter la maladie particulier pour tous les malades chroniques, notamment les personnes diabétiques ou qui ont une fragilité cardiovasculaire. Ils représentent 58% des formes graves dès lors qu'il y a des comorbidités. Enfin, il me semble que les incapacités, non pas des 65 ans, puisqu'aujourd'hui les 65 ans sont quand même plutôt en forme, mais qu'on voit arriver au fur et à mesure de l'avancée en âge, que peuvent être les difficultés d'audition, la mauvaise vision, la perte de mobilité, qui sont des incapacités qui, dans les situations que l'on a vécues depuis 2-3 mois, deviennent de véritables handicaps et amplifient évidemment les risques de cette crise, tous les risques psychosociaux, on pourrait dire, du confinement, que sont l'isolement, la dépression, les risques de confusion. Quand on ne parle plus à personne, qu'on perd les repères temporels, il y a des risques de dégradation physique et de perte d'autonomie. On l'a vu de façon très proche chez des parents, chez des voisins, des situations qui pouvaient alerter à certains moments. Voilà. Et ça a été aussi rapporté par les professionnels. Alors, quelles sont les conséquences de ce tableau, on pourrait dire, plutôt que de cette situation? D'abord, c'est que le climat est extrêmement anxiogène. Et il est clair que pour les âgés, le climat est plus anxiogène encore que peut-être pour les jeunes, surtout quand ils sont isolés, parce que s'ils sont seuls avec leur télé qui en rajoute quand même beaucoup sur l'anxiété et le risque. Le climat est très 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 difficile pour les âgés isolés. Ils connaissent des décès de leurs proches, de leurs amis, des quelques amis qui leur restent quand ils sont âgés. Et puis ils sont soumis à des inquiétudes fréquentes. Alors je peux en témoigner quasiment personnellement, des inquiétudes des proches qui téléphonent en disant surtout tu ne sors pas, tu fais attention, etc. Il faut quand même signaler que je pense qu'on aura des enquêtes qui vont mieux illustrer cette situation et sans doute la diversité des situations, mais il y a eu quand même de la part des professionnels une continuité des services, notamment à domicile, qui a été assurée. Le problème des matériels de protection ayant été durant toute cette période un vrai problème, et évidemment la mise à disposition de matériel pour les personnes elles-mêmes. Concernant l'accès aux soins, je crois que ce qui a été beaucoup rapporté, c'était effectivement la diminution d'activité des professionnels des soins. C'est vrai que les personnes sont restées chez elles, que les professionnels sont peut-être moins venus à domicile, et donc il y a certainement eu une baisse, disons, dans la continuité des soins pour les personnes très âgées, qu'il s'agisse des soins de kiné ou des soins infirmiers, mais aussi des soins médicaux. Et puis l'annulation des soins programmés n'a pas posé de problème sans doute pendant les 2 premiers mois, mais peut continuer. Si ça se poursuivait, ça pourrait poser problème. Il faut signaler la situation des aidants, parce que
le droit au répit, la valorisation du rôle des aidants est quelque chose d'extrêmement récent dans notre système et donc on n'a pas pensé du tout à cette question des aidants. Ils ont pu se trouver en difficulté, soit se trouver très isolés avec la personne dont ils étaient aidants, par exemple quand c'était un conjoint, soit avoir des difficultés pour rejoindre les personnes dont ils étaient aidants parce qu'ils étaient un peu plus loin et que d'habitude ils venaient et que là ils pouvaient plus venir, notamment quand les personnes étaient en établissement. Et donc c'est un sujet qui, je pense, doit être absolument pris en compte pour dans les mois qui viennent. Enfin, on n'a pas probablement eu vis-à-vis des très âgés suffisamment de compréhension des particularités, des besoins de communication, avoir des messages qui soient ciblés et adaptés. Et évidemment, on soulignait depuis très longtemps les difficultés liées aux technologies numériques, qui étaient pour la plupart, pour quasiment toute la population, devenues du jour au lendemain le moyen privilégié de communication et qui donc a privé d'un seul coup beaucoup de personnes très âgées de moyens de communication avec leurs proches. Il faut quand même signaler que dans cette situation-là, il y a eu quelque chose d'extrêmement important, je pense. Évidemment, on n'en a pas parlé, mais c'était quand même un point extrêmement positif, c'est que l'État-providence a fonctionné, que les retraites ont continué d'être payées, que très vite les branches d'assurance vieillesse se sont mises en situation de pouvoir traiter les dossiers qui étaient en cours ou même les nouveaux dossiers. Et donc, il n'y a pas eu de risque économique spécifique pour les personnes de plus de 65 ans qui étaient à la retraite ou qui avaient des changements de situation. Je crois que les questions pour la suite découlent un peu de ce qu'on vient de dire. Moi, je verrais deux choses. La première, c'est tout ce qui tourne autour de l'organisation des solidarités et de la présence et l'activité des professionnels auprès des personnes. On a vu se mettre en place beaucoup de solidarité citoyenne, aussi bien dans les associations de proximité, de se préoccuper, de téléphoner, savoir comment allaient les personnes, mais aussi les municipalités ont mis en place des actions de portage de repas, portage de courses, etc. Et donc, à travers les CCAS, il y a donc beaucoup de solidarité citoyenne. Et puis les voisins, enfin, je crois qu'on a assisté à un mouvement important. Il faut aussi souligner que la culture professionnelle de service qui existe dans notre pays a été extrêmement bénéfique, puisque la question ne s'est pas posée dans beaucoup de cas, dans beaucoup de situations d'associations, d'établissements, de savoir si oui ou non on faisait des heures supplémentaires, si on était protégé. On y est allé. Les professionnels ont rempli leur mission auprès des personnes. Situation que j'ai évoquée tout à l'heure et qui me semble devoir néanmoins être vraiment prise en compte dans les mois qui viennent, c'est la question du rôle des aidants. On commençait à réfléchir au sujet, on avait commencé à mettre en place des dispositifs, mais les aidants, ce sont eux qui ont souvent manqué aux personnes âgées, très âgées en tout cas, et les aidants vont peut-être avoir des difficultés aussi dans les mois qui viennent après la crise aiguë que l'on vient de passer. Le deuxième type de question, c'est que c'est vrai que les personnes très âgées ont des fragilités, mais je crois qu'il faut aussi bien voir qu'il y a des spécificités de génération et que ces spécificités ont un impact aussi sur la façon dont cette crise a été vécue et aussi sur peut-être en tirer des enseignements pour la sortie. D'abord, je
ça n'a pas été tellement souligné, un petit peu, j'ai entendu une ou deux fois, mais il me semble que les très âgés ont traversé dans leur vie, individuellement et collectivement, un siècle très accidenté et qu'ils en ont souvent acquis une grande résilience. Et on a vu des témoignages avec des très beaux personnages qui, effectivement, avaient été malades ou n'avaient pas été malades d'ailleurs. Et c'était, je crois, assez exemplaire et doit être souligné. Euh, Malheureusement aussi, une confrontation à la mort un peu brutale et accélérée, les difficultés enfin l'impossibilité parfois de participer aux enterrements, les décès violents qui ont marqué ces 3 derniers mois ont, je pense, choqué une partie des très âgés. Et puis, la deuxième génération, qui est celle des 65, 75, 80, les baby-boomers, qui est encore très active dans des associations, professionnellement, politiquement. Ils se sont fait entendre, ils se sont interrogés, et je pense qu'on en reparlera après cette crise, sur leur place citoyenne dans la meilleure gestion de cette crise. Et s'il serait le coup près des 65 ans, tout d'un coup, a fait comme un effet d'invisibilité. On a parlé d'eux comme des aînés et donc et non plus à partir de leur rôle social. Et ils ont massivement refusé cette relégation. Sur les 18 millions de personnes à risque, 14 ont plus de 65 ans, avec parfois en plus un risque de pathologie qui aggrave le risque lié à l'âge. Néanmoins, je pense que, et donc le refus des décisions qui étaient possiblement liées au coup près de l'âge de 65 ans était évidemment assez certain. On a même évoqué un risque juridique d'ailleurs vis-à-vis de cette limite de 65 ans. Mais ce choix politique, ça n'était pas, je le rappelle, le choix du conseil scientifique. Ce choix politique de prendre des mesures spécifiques pour les plus de 65 ans a assez brutalement renvoyé cette catégorie de personnes, enfin les 14 millions que nous sommes, alors beaucoup plus fortement que d'autres, à une responsabilité individuelle du coup. Puisqu'on ne prenait pas de mesures spécifiques pour les plus de 65 ans, on a renforcé pour eux la responsabilité individuelle, de se protéger et de protéger les autres. Alors souhaitons que ça ne devienne pas se protéger des autres, ce qui serait quand même le plus catastrophique. Je voudrais dire un tout petit mot sur les aînés, parce que le Premier ministre, on ne pouvait plus parler des personnes âgées, puisque ça avait été contesté violemment, et donc le Premier ministre nous parlait de nos aînés. Mais ce terme de nos aînés, il renvoyait la situation des personnes âgées à la sphère privée, comme s'il n'y avait pas un problème collectif partagé, et comme s'il n'y avait pas aussi, du coup, de décision collective qui accompagnerait ce risque particulier des personnes de plus de 65 ans. Renvoyer à la sphère privée, ça incite les enfants à redoubler leurs mesures de précaution vis-à-vis de leur surprotection de leurs parents. Alors, bon, ça c'était des considérations un peu générales et quelques mesures spécifiques pour la période intermédiaire et après, comment est-ce qu'on peut envisager la situation. Alors, dans les mesures très spécifiques, il y a un certain nombre de décisions d'urgence qui ont été prises et qu'il faut évidemment sur lesquelles il faudra s'interroger, ne serait-ce que parce que les personnes ne peuvent pas encore beaucoup se déplacer, prolongation des ordonnances, majoration des coordonnateurs en EHPAD, dispositifs de téléconsultation, poursuite des traitements et des soins professionnels, remise en place du droit au répit pour les aidants, avec peut-être des structures d'accueil temporaires pour les personnes qui sont aujourd'hui en difficulté d'autonomie à domicile. Donc ça, c'est un ensemble de mesures, je dirais un peu d'urgence sur lesquelles il faut pas se dire que la question est réglée puisqu'on a levé le confinement absolu. Il faut surtout, je pense, aider les âgés à préparer l'après, à préparer l'avenir.
Alors, comment est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est que il me semble que il faudrait plus écouter, recueillir des témoignages d'âgés, des histoires de vie, savoir comment ils ont vécu cette situation et peut-être avoir ce qu'on fait maintenant pas mal, mais savoir comment a été vécu et cette situation de confinement et comment on pourra peut-être aider les âgés à traverser l'après de la crise de Covid, la crise aiguë. Le deuxième sujet, c'est effectivement de se préparer peut-être à une hypothèse de reconfinement et très vite s'interroger sur comment est-ce qu'on maintient les droits des personnes âgées dans les établissements et à domicile en période de crise. C'est-à-dire que tout d'un coup, on l'a beaucoup dit, on a tous été privés de liens avec les proches, de droit à la formation, d'expression de la volonté. Et donc, comment est-ce qu'on peut maintenir ces droits dans des situations de confinement? Il faut réfléchir sur les messages et les moyens de communication. Ça, je l'ai évoqué tout à l'heure. Je crois que c'est un point très important et sujet qui n'était pas minimisé, mais n'avait pas réussi à traiter jusqu'à présent, c'est la question effectivement des technologies numériques. Enfin, pour préparer la prochaine épidémie, des mesures spécifiques et des moyens de communication et de prévention adaptés, évidemment, pour les personnes particulièrement à risque, comme les personnes de plus de 65 ans. Enfin, un point qui n'a pas été abordé, je dirais à froid, mais qui sans doute a commencé à émerger et qui devra faire l'objet d'un débat public, c'est la question de comment peut s'exprimer la volonté du patient en situation d'urgence sanitaire. Certains professionnels ont témoigné, ont été contredits ensuite du fait qu'il y aurait eu de la priorisation dans les soins en situation de rareté. Le problème était peut-être que les personnes n'avaient pas la volonté, n'avaient pas la possibilité d'exprimer leur volonté. Et donc, peut-être qu'il faut l'anticiper, peut-être qu'il faut refaire une campagne de directive anticipée pour que la préférence et la volonté du patient s'expriment de façon claire. Enfin, je pense que ce que l'on a vu comme dynamique territoriale pendant cette crise, et puis le fait que on a des mesures qui sont des mesures qui s'organisent au niveau d'un territoire, montre que les recommandations du Haut Conseil de la santé publique d'avoir un pilotage territorial et qui peut-être pour les personnes âgées à risque articule les plans que l'on a mis en place pour la canicule et les contraintes particulières du Covid-19, peut-être qu'il faut renforcer un pilotage territorial concerté pour les risques particuliers qui concernent les personnes âgées. Un dernier tout petit mot, c'est effectivement, je crois que c'est la lutte contre l'isolement, la problématique disons de la protection qui est garantie par un confinement individuel a aussi des conséquences très graves pour la santé des personnes âgées. Il y a des recommandations qui ont été émises aujourd'hui par le ministère de la Santé. Il y a des recommandations, des considérations éthiques qui sont diffusées par la CNSA pour la mise en œuvre du déconfinement. Je pense que ce sujet de la lutte contre l'isolement et des modalités de déconfinement doivent être absolument mises en évidence, enfin respectées ou même travaillées collectivement. Voilà. Enfin, un tout petit mot, puisqu'on a évoqué comme enjeu particulier la mobilisation des professionnels dans cette crise. Je voudrais citer
une motion qui a été émise par un groupe des partenaires professionnels et associatifs au sein de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité autonomie, soutenant le versement d'une prime exceptionnelle et universelle reconnaissant l'investissement des professionnels dans la crise. Voilà, donc écoute, communication, reconnaissance, prise en compte des risques, des besoins spécifiques, apport de solidarité et de bénévolat. Tout ceci devrait pouvoir se traduire dans la prochaine loi Grand Âge Autonomie qui aujourd'hui, je pense, va devoir être remise sur le métier.